Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans ce vidéo, nous allons voir l'invasion de l'Écosse par les maudits Anglais. OK, mais avant, c'est au tour de l'Autriche. On va voir une coupe d'affaires un petit peu plus pacifique, puis après ça, on va voir l'invasion de l'Écosse. Fait que l'Autrichien trade, fait qu'il a déjà payé son cube de diplomatie. Puis il va piger trois cartes, puis on n'a jamais fini de voir les affaires intéressantes. Dans le trade, on va voir une autre affaire différente. Fait que voici les trois cartes qu'il a pigées. Fait que là, évidemment, un peu comme tout le monde, il voit l'or, puis il se dit, oh, Chris. Puis là, en plus, il voit Vienne comme trade node, qui est évidemment très proche de chez lui. Il y a déjà un marchand là, il aurait pu en bouger un pareil. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Là, en dessous de Vienne, c'est écrit que pour être capable de choisir cette trade node-là, vous devez absolument, normalement c'est facultatif, vous devez absolument owner une des quatre provinces qui est à droite. Normalement, comme je disais, c'est facultatif. Vous en voulez parce que ça ajoute à votre trade power, mais ça ne vous empêche pas d'habitude de choisir une trade node. T'sais, si on regarde ici, là, mettons la laine, quelqu'un aurait pu choisir la trade node de la mer Adriatique, même s'il contrôlait aucune des quatre provinces qui est ici. Ce n'est pas le cas pour cette carte-là spécifiquement, puis il y en a d'autres des fois de même. Fait que l'Autrichien a de la chance, il contrôle Tyrol, qui est ici. Puis d'ailleurs, l'or est tellement important là, que ces provinces-là ont un petit dessin, là, des coupes de lingots d'or à côté d'elles, là, tu sais, pour vous montrer l'importance de ces provinces-là, tu sais, pour dire, hey, by the way, ces provinces-là apparaissent sur certaines cartes qui permettent de trader de l'or. Fait que, au final, c'est un petit peu l'inconvénient des trade nodes terrestres. Il n'y a pas de bateaux qui peuvent ajouter à votre trade power. Fait que là, l'Autrichien a que son marchand à Vienne et Tyrol, qui malheureusement pour lui n'a pas de plus. Il ne contrôle pas les trois autres provinces. Alors, ça lui donne 2 de trade power, ce qui est peu, mais qui lui donne 10 piastres. Tu sais, si on compare au grain, qui est 3 piastres sur la même ligne, puis la laine qui est 4 piastres sur la même ligne, bon, de l'or, c'est de l'or. Mais il y a une petite étoile, il y a des petits caractères comme tout bon contrat. Puis là, c'est écrit spécifiquement, là, c'est carrément écrit directement sur la carte, en dessous de l'or. Si l'argent que vous gagnez avec l'effet du trade est plus grand que la moitié de votre taxe de base, de votre montant de taxe de base. Fait qu'allons voir c'est quoi dans le cas de l'Autrichien. Fait que taxe de base, pas compliqué. On check les chiffres qui sont découverts ici. 7 plus 2, ça donne 9. Fait que son montant de taxe de base de l'Autrichien, c'est 9. 9 divisé par 2, ça donne 4,5. Est-ce que 10 est plus grand que 4,5? La réponse, c'est oui. Alors, ce qui explique dans le rulebook, c'est que là, bon, l'or mène éventuellement à de l'inflation et l'or mène éventuellement à de la corruption. Et pour prévenir ça, vous avez deux options, soit que vous payez un cube administratif ou que vous gagnez un loan. Fait que gagner un loan, c'est sûr que là, ça rend ça un petit peu moins intéressant parce que pour rembourser le loan, ça va coûter 6 piastres. Fait que dans les faits, l'Autrichien fait juste 4 piastres. Alors, c'est sûr que si vous avez les autres braquettes, 16 piastres, 22 piastres, le loan de 6 piastres devient un petit peu plus facile à avaler, là. Mais 10 piastres moins 6, ça donne 4 piastres. Finalement, c'est pas mieux que la crise de laine au final. Fait que, à ma relative surprise, l'Autrichien, malgré qu'il y a encore un cube administratif, décide de prendre le loan. Puis il ne le rembourse pas tout de suite. Ça veut dire qu'il peut le rembourser à peu près n'importe quand, là. Fait que là, finalement, il va venir ici, il va se prendre 10 piastres, puis il va venir se prendre un loan. Et c'est réglé pour ça. Ça, c'est défaussé. C'est au français. Le français va payer un de ses nombreux cubes militaires pour déplacer une armée. Fait que là, il va prendre son armée qui est en Bourgogne. Puis quand on déplace des unités, on peut les déplacer de deux areas. Fait qu'il va prendre son armée qui est en Bourgogne, il va la déplacer dans l'area de la Seine.
Puis il va venir ramasser au passage les unités de l'armée 1. En fait, je devrais dire l'unité de l'armée 1. Là, il y a comme juste une cavalerie dedans, fait que venez-vous-en. Il apprend, il la ramasse. Dans les faits, on enlève cette miniature-là du board parce qu'elle contient plus d'unités. Tu sais, les armées, c'est très mouvant, là. C'est quelque chose, c'est des miniatures qu'on met sur le board quasiment à titre de référence pour dire, bon, ben, ce bonhomme-là, puis là, après ça, c'est sur votre plateau de jeu comme joueur que vous allez avoir le contenu détaillé de cette armée-là. Fait qu'il ramasse ce monde-là, c'est parfait, puis il s'en vient en Britannie et Normandie. Fait que voilà, c'est son action, c'est son cube, c'est ça que ça fait, c'est terminé. À mon tour maintenant, j'achève en crise. En fait, je dépense mes deux derniers cubes pour venir enlever l'unrest que j'ai à Burgos puis à Madrid. Fait que l'unrest, la façon que ça marche quand vous faites cette action-là, c'est un cube militaire par unrest que vous voulez guérir. Vous pouvez en faire autant que vous avez de cubes dans plusieurs areas différents si vous voulez. Puis contrairement à la croyance populaire qui est quand même assez forte parce qu'on se dit, Chris, il me semble que ça fait du sens, mais le rulebook est clair là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'armée ou même d'unité dans l'area dans lequel vous supprimez l'unrest. Fait que j'aurais pu avoir un unrest à Galicia, puis même si j'ai pas d'unité là, puis j'ai pas d'armée, j'aurais pu flipper ça sans problème. Imaginez que c'est des, c'est quand même fait probablement à coup de claques à la gueule puis à coup de bâton, là, de supprimer l'unrest. Là, mais imaginez que c'est des troupes qui sont comme en dessous de l'échelle de ce que couvre le jeu. Là, fait que vous n'avez pas besoin d'avoir une unité d'infanterie qui représente je sais pas combien de milliers d'hommes pour faire ça. Là, vous envoyez un petit détachement puis ils viennent calmer la population. Dans mon cas, de toute façon, c'était pas un enjeu. J'ai mon armée qui est là, fait que je flippe ces deux patentes-là, mon beau royaume propre et ordonné. Puis ça me coûte mes deux derniers cubes militaires pour faire ça. C'est quand même assez chiant à l'unrest, ça passe vite. Les cubes militaires, là, quand vous êtes aux prises avec de l'unrest, ça passe assez rapidement. Et le moment que vous attendiez tous, peut-être, on arrive au tour de l'anglais. Alors l'anglais va dépenser un cube militaire, puis il va déplacer là, sa relative, oui, sa grosse armée. Je pense qu'il convient de l'appeler comme ça. Il va déplacer son armée encore là de deux areas. Un, deux, puis il va venir mettre le pied en Écosse. Ce qui va trigger un paquet d'affaires, là. D'abord, on aura probablement l'occasion d'y revenir, là, mais des fois, les areas sont séparés par des chaînes de montagnes, puis ça va limiter le mouvement des troupes. On n'a pas vu ça à date, là, mais on pourra couvrir ça éventuellement, là. Je pense que ça limite comme tel le nombre d'unités que vous pouvez amener, à moins que vous dépensiez des cubes militaires additionnels. Fait que ça peut venir quand même assez coûteux, là. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? L'Anglais n'a pas besoin pantoute de déclarer la guerre à l'Écosse, puisque l'Écosse est un allié actif de la France avec lequel l'Anglais est en guerre. Fait que normalement, un non-player realm, un royaume qui n'est pas représenté par un joueur, vous devez d'abord lui déclarer la guerre proprement avant de rentrer chez eux puis de le piétiner, là. Mais là, ça a déjà été fait euh, dans le cadre là, de la procédure où la France a déclaré la guerre à l'Angleterre en début de tour. Fait que l'Angleterre, s'ils veulent, sont libres de faire ça puis de venir piétiner l'Écosse. Fait que là, ce qu'on s'apprête à voir, c'est un combat entre un joueur puis un non-player realm. Un joueur puis un royaume, encore là, qui n'est pas contrôlé par aucun joueur. Ce qui est quand même différent que si on avait une guerre joueur contre joueur. Joueur contre joueur, c'est beaucoup plus wargame classique. J'amène des unités à des endroits où est-ce que tu as des unités, puis là, évidemment, les deux joueurs sont impliqués, puis ils ont des décisions à prendre. Là, dans ce cas-là, le jeu va runner la réaction de l'Écosse, puis comment l'Écosse va se défendre, puis c'est relativement scripté, puis c'est relativement prévisible. Fait que, mais non, ça n'en est pas moins excitant, mais vous allez voir que c'est vite résolu. C'est là qu'on se rend compte qu'Europa Universalis sans aucun doute, peut être qualifié de wargame, mais la guerre puis les combats ne sont pas le focus du jeu. Fait que premièrement, ça fait une couple de vidéos qu'on fait, puis c'est la première fois qu'on a un combat comme tel. Puis deuxièmement, vous allez voir, bon, je vais avoir des explications, mais au final, ça n'a pas été long. Ça a quasiment pas été plus long
que de faire un trade par l'Autriche. Fait que c'est pas le focus du jeu, mais n'empêche, c'est quand même excitant de la façon qu'ils ont fait ça. Bon. Fait que d'abord, là, l'anglais doit décider. On va checker son player board un petit peu, là. L'anglais a comme une dernière chance d'assigner un général à son armée. Il y a pas de généraux présentement. Ça, il y a des généraux qui se trouvent sur des cartes militaires. On allait dire uniquement, mais je vais dire principalement. Je vais me garder une petite gêne. Et la plupart des généraux sont présents sur les cartes militaires. Il n'y a pas de carte militaire en main. Ces généraux-là, souvent, peuvent être assignés pour le coût de 0 ou 1 cube militaire. Il y en a peut-être des très bons que ça coûte 2 cubes militaires pour les assigner. Puis une fois que vous assignez un général à une armée, ben, il suit l'armée, puis il va y venir y donner des dés de bonus. L'anglais, s'il avait voulu, il le fait pas, ce qui est un petit peu weird, mais on peut comprendre aussi jusqu'à un certain point, là. Mais un joueur peut toujours décider d'assigner son roi, ou son ruler, je devrais dire, comme général à son armée. Puis Henri VI, même si c'est My God, qui sock, si j'en reviens pas à chaque fois que je le vois. Je dis, tu peux pas socker plus que ça. Il n'y a aucun personnage qui peut avoir 0 pour un des ratings, là. Fait que 1, bravo Henri VI, tu te mérites la palme du sockage. Mais tabarnak, c'est impossible de socker plus que ça. Mais toujours est-il que comme général, ben, il soque quand même relativement. Mais bon, il y a des généraux qui donnent aucun dé. Fait qu'on peut dire qu'Henri VI, au niveau militaire, c'est pas il n'est pas dans le bas de la liste, là. Mais Henri VI donnerait un dé de plus, un dé d'infanterie à l'armée s'il la commandait. Le risque que vous courez si vous assignez votre roi, c'est vrai pour le général aussi, là, c'est qu'ils reçoivent des blessures en combat. On va voir comment là, dans 2 secondes. Là. Euh, ben, je m'en allais dire, dans le cas d'Henri VI, c'est presque mettre fin à sa pauvre vie meaningless. Là. Mais bon, c'est Henri VI pourrait. Fait que là, ça ferait en sorte que là, présentement, s'il sort un carré dans les événements, Henri VI bouffe une blessure, mais il est encore debout. Si jamais il va au front et qu'il bouffe une blessure, puis qu'après ça, on sort un carré, ben là, il crève. Il n'est pas juste blessé, il crève parce qu'il va déjà avoir sa blessure. Les blessures que vous subissez en combat se combinent aux blessures que vous pouvez subir si vous pognez un événement. Mais d'abord, revenons à l'Écosse. Normalement, quand vous envahissez un non-player realm, il va se défendre. Dans le fond, il va mobiliser, dès que vous posez l'orteil dans son territoire, il va venir mobiliser des troupes à la hauteur de ce que le jeu appelle le Manpower Capacity, la capacité de main-d'œuvre militaire de l'area dans lequel vous venez de rentrer. Pour la majorité des non-player realms, vous faites juste calculer finalement là, sa valeur de taxe dans l'area. Dans le cas de l'Écosse, il y a 4 petites villes. Chaque petite ville vaut 1. Fait qu'il y a 4 de valeur de manpower capacité. S'il y avait d'autres areas autour ici qui appartenaient aussi à l'Écosse, ben là, le manpower capacité, vous pouvez aussi utiliser les areas environnants. Fait que là, on aurait eu un combat qui a de l'allure en hostie. Il y aurait eu du monde en sacrament autour. Là. Fait que c'est la façon que le jeu fait pour que les non-player realms se défendent, c'est que bang, il mobilise en réaction à vous qui entrez dans sa place. Et comme je dis, la majorité des non-player realms sont confinés à l'intérieur d'un seul area. Fait que quand vous mettez le pied là, c'est pas compliqué, vous faites rien que calculer. Puis tu sais, si jamais il y avait une grosse ville, la grosse ville compte pour 2, puis bon, on a déjà couvert ça dans le passé. Là, par exemple, il y a un hic qui est très flavorful et qui est très bien fait. C'est que l'Écosse est un allié actif de la France. Alors, en théorie, il y a déjà des Écossais qui sont partis se battre pour la France. Les fameuses meeples noirs qu'on voit ici, là, c'est des Écossais qui sont partis se battre sur le continent pour la France. Alors, la règle dit que si le non-player realm que vous envahissez est déjà un allié actif, son manpower capacité est divisée par 2. Ce qui fait que la pauvre Écosse va se retrouver au final avec seulement Other Units. L'Écosse va se retrouver concrètement avec juste 2 unités d'infanterie qui vont se battre. Les non-player realms n'ont jamais de cavalerie, ils n'ont jamais d'artillerie, c'est de l'infanterie qui se battent. Et dans la grande majorité des cas, ils vont se battre à la vie, à la mort. En fait, ils se battent à la mort si leur capitale est dans l'area qui est envahie. Ce qui encore là va être le cas dans 80% des cas parce qu'ils sont tous confinés dans le même area. Alors eux, ils ne retraitent pas, ces Écossais-là, ils sont là pour rester. L'Anglais peut décider de retraiter si jamais ça va très très mal.
après une ronde de combat, mais c'est à peu près impossible. Vous allez voir, c'est quand même relativement prévisible cette affaire-là. À ce stade-ci, en commençant par l'attaquant, il y a des cartes d'action militaire qui peuvent être jouées en réaction au combat. Bon, on a déjà vu que l'anglais n'avait pas, puis évidemment, le non-player realm n'en joue pas non plus. Il y a une règle optionnelle qui permet aux joueurs de backer un non-player realm, puis il faut être motivé en esti, il faut vouloir faire chier l'autre joueur en crise, là, mais qui permettent aux autres joueurs de jouer des cartes de leurs mains pour venir assister les Écossais, mais c'est optionnel, puis nous autres, on ne l'a pas inclus dans notre game. À noter, puis ça c'est hot en crise, puis c'est peut-être ça qui peut ajouter un petit peu d'incertitude, ce ne sera pas notre cas ici. Si le nombre d'unités mobilisées par le non-player realm est de 3 ou plus, à ce moment-là, on va venir tirer une carte au hasard. En fait, la première carte de ce deck-là, si c'est un advisor, comme c'est le cas ici, ça ne crée rien. Mais si c'était, on va finir par en pogner un, si c'était un général, ben voilà, nous avons Francis qui est à la tête des Écossais. Puis qui va venir ajouter 2 des bleus au jet de l'Écossais. Puis ça, c'est le coût que je parlais là, tantôt de nombre de cubes militaires que ça coûte si jamais vous avez Francis dans votre main puis vous voulez le colisser comme général d'une armée. Fait que ça ajoute un petit peu de piquant. Quand vous vous frottez à un non-player realm qui a un petit peu de corps, là, qui a au moins 3 unités ou plus, là, vous pouvez même être aux prises avec un leader, genre de William Wallace slash Mel Gibson slash Braveheart, qui va venir peut-être compliquer un petit peu plus le combat. Là. Puis c'est un leader qui est là uniquement pour la bataille, puis qu'après ça, il disparaît. Là. Mais comme je dis, c'est une petite surprise, bonne ou mauvaise, que vous pouvez avoir. Puis là, c'est pas compliqué. Par défaut, chaque camp va lancer 3 dés. On appelle ça des dés blancs, là, mais c'est des dés d'infanterie. Chaque camp va lancer 3 dés d'infanterie. Peu importe, même si vous avez 10 000 unités, vous allez lancer 3 dés blancs. L'autre va lancer 3 dés blancs. Euh, les cartes peuvent modifier le nombre de dés. Puis c'est là où le leader peut venir modifier le nombre de dés. Fait que comme je disais, si l'Anglais avait mis Henri VI à la tête de son armée, il aurait lancé 4 dés blancs. Puis si l'Écossais avait eu, comme on disait, 3 unités ou plus, puis qu'il y avait eu Francis, il aurait lancé 3 des blancs puis 2 des bleus. Fait que je vais aller dans l'autre. Ici, on a la situation. Là, on a l'anglais comme tel. Je paye un militaire pour activer mes unités. J'active mon armée. Je la bouge ici. Scotland arrive avec ses 2 petites unités. Battle. Fait que là, il va lancer. Voici le breakdown des dés qui est quand même assez intéressant. Fait que si vous roulez le symbole d'infanterie et que vous avez une infanterie, vous faites un hit. Fait que ça, c'est 2 symboles sur 6. Il y a un blank. Le symbole de 2 d'infanterie revient au même. Là. Fait que essentiellement, ce que la règle dit, c'est que vous considérez uniquement les infanteries en noir sur les dés, à moins d'avoir une technologie ou une idée spéciale comme les janissaires, puis un autre patente, le military drill, ou je sais pas trop quoi, là, une autre technologie qui vous permet de considérer même l'infanterie blanche comme étant un 8. Mais par défaut, surtout en début de game, on s'intéresse uniquement aux infanteries en noir. Ça, c'est un hit si vous avez une artillerie dans la bataille. Ça, c'est un hit si vous avez une cavalerie dans la bataille. Fait que d'où l'intérêt de varier la composition de son armée. L'anglais arrive là avec juste de l'infanterie. Fait que, mine de rien, là, il n'y a qu'une chance sur 2 de toucher avec chacun des dés. Tandis que quand vous arrivez avec de la cavalerie et de l'artillerie, plus de l'infanterie, si bon, vous avez 5 chances sur 6 de faire un 8. C'est important aussi de comprendre que chaque unité peut infliger maximum un hit à l'ennemi. Fait que si vous avez une seule artillerie, puis que vous brassez, puis vous pognez 3 résultats artillerie, c'est pas « Ah ah, si je viens de te faire 3 hits », c'est votre artillerie va pouvoir faire un seul hit. Ça vous aurait pris 3 unités d'artillerie pour être capable de faire 3 hits avec un résultat comme ça. C'est ce qui va venir limiter aussi, fait que les Écossais ayant seulement 2 unités, même s'ils sont super chanceux au dé puis qu'ils pognent 3 résultats infanterie, ils vont infliger maximum 2 hits à l'anglais. Tu ne peux pas infliger plus de hits que tu as de monde sur le champ de bataille. Puis les autres dés, ben ça c'est le dé de cavalerie. Fait que d'abord, ils se démarquent par le fait qu'il n'y a pas de blank. Ils ont les 3 mêmes faces ici d'infanterie, mais les 3 autres faces sont vraiment remplacées par le type de dé en question, dans ce cas-là, de la cavalerie. Fait qu'évidemment, de lancer des dés de cavalerie, quand vous avez de la cavalerie, c'est bon, tabarnak. Fait que si vous avez de la cavalerie et de l'infanterie, puis que vous avez un dé orange, c'est sûr que ça touche. C'est sûr, ça touche. Vous allez soit pogner une cavalerie ou vous allez pogner une infanterie.
moyennant encore là que vous ayez suffisamment d'unités dans le combat. Puis le dé d'artillerie, c'est la même calice d'affaires, 3 faces d'infanterie, puis 3 symboles d'artillerie. Fait qu'encore une fois, si vous avez une artillerie, puis vous lancez un dé bleu, vous êtes sûr de toucher. Fait que, drum roll, voici le jet de l'anglais. Fait que, une brasse relativement poche, il pogne seulement un hit. Et voici le jet des Écossais, qui pognent eux autres aussi seulement un hit. Fait que là, si on a le combat le plus basique possible, infanterie contre infanterie. Fait que l'anglais va bouffer son hit, fait qu'il y a une unité de l'Écosse qui crève. L'anglais a bouffé son hit en prenant son unité et en la calissant dans Exhausted. Il enlève une unité de l'Écosse, puis là, évidemment, l'anglais continue, puis l'Écossais ne recule pas parce qu'il protège sa capitale. Fait que l'anglais roule à nouveau, c'est amplement suffisant pour les éliminer, et les braves Écossais vont en amener un de plus avec eux autres, fait qu'il y a un autre anglais qui crève. Fait que je peux-tu revoir cette fenêtre-là? Merci beaucoup. Ce symbole-là, en plus d'être potentiellement 2 hits d'infanterie si vous avez la bonne technologie, c'est ce qui peut faire crever, ben pas crever, mais faire subir une blessure au leader. Si un camp roule 2 de ces symboles-là dans une même brasse, ça inflige un wound au leader ou ça le tue s'il était déjà wounded. Fait qu'encore là, quand on se bat contre des quand on se bat contre des non-player realms, on a toujours quand même une petite sueur parce qu'on se dit, même s'il brasse juste 3 calices de dés blancs, s'il pogne 2 fois ce symbole-là, fait que tu sais, de mettre votre rouleur à la tête de l'armée, il y a toujours un petit peu de risque. Si le NPR roule 2 fois ce symbole-là, votre rouleur comme tel est blessé. Mais là, c'est pas le cas, puis that's it. L'anglais ayant gagné, quand vous gagnez une bataille lors de votre tour, donc en attaquant, vous regagnez un cube militaire. Maximum 1, même si vous avez fait plusieurs déplacements et vous êtes impliqué dans plusieurs combats, c'est maximum 1. Mais fait que dans le fond, l'anglais vient de rembourser le cube que ça lui a coûté pour se déplacer là. Fait que dans le fond, vos succès militaires sont récompensés par un genre de momentum militaire qui se poursuit. Ben, si l'anglais avait décidé de retraiter, ce qui était très imbécile et pointless, là, mais juste pour finir un petit peu ce primer de combat, là, fait que retraiter, évidemment, si vous êtes l'attaquant, vous en allez d'où vous venez. Si vous êtes le défenseur, ça doit être un endroit contrôlé, qu'il n'y a pas d'unité ennemie, puis tout le kit. Puis la personne qui retraite perd une unité de plus, comme pénitence. Je vais aller confirmer, mais je suis pas mal certain, en tout cas, si c'est comme dans 95% des autres wargames, vous n'avez pas le choix de retraiter d'où vous venez comme attaquant, mais je vais rien qu'aller confirmer ça pour être sûr, parce que j'ai un petit doute. Exact, en plein ça. Fait que l'anglais aurait été obligé de retraiter ici parce que c'est de là qu'il est arrivé. Puis, à court terme, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de placer des control markers puis de dire, ah, je viens de torcher les Écossais, esti, puis ça marche. Là, c'est l'équivalent de la field battle qui vient d'avoir lieu. Là, on s'est battu dans les plaines et les montagnes d'Écosse ou whatever. Là. Puis là, va venir le temps mané de faire des sièges de ces belles provinces-là. Là. C'est la deuxième étape que vous devez faire. Là. Mais vous devez toujours d'abord, comme je disais, là, venir planter votre drapeau, crisser le pied là pour forcer un combat avec le NPR. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir plus tard faire un siège de ces provinces pour vraiment les acquérir. Fait que ça se fait en plusieurs étapes quand même, cette patente-là. Mais vous aurez vu votre premier combat relativement basique ici. On va en avoir des plus épicés euh, éventuellement. Là. Puis en passant, là, vous allez dire, Chris, le français, il a bougé ici. Comment ça que l'anglais n'a pas soulevé des troupes? L'anglais n'est pas un non-player realm. L'anglais, s'il voulait avoir des troupes là, il n'y avait rien qu'à envoyer des troupes là. OK? Fait que les joueurs n'ont pas ce bonus-là de dire, ah, tiens, quelqu'un rentre chez nous, où est-ce que j'ai des provinces? Hey, ça se passera pas de même, puis je soulève, je lève des troupes. Non, non. Les, les joueurs, vous autres, vous avez le plein contrôle sur votre destinée. Vous bougez où vous voulez, quand vous voulez. Fait que si l'anglais voulait protéger Normandie, Maine, Co, il n'y avait rien qu'à envoyer des troupes là. C'est ce qui permet aux Français de carrément mettre le pied là puis d'être sans opposition pour l'instant. Puis on voit déjà venir, d'après qu'on constate ici, là, que c'est de plus en plus probable là, que l'anglais va lâcher prise sur ces 4 provinces-là.
puis il va se contenter de prendre l'Écosse à la place, puis c'est un peu improbable qu'on va avoir une vraie confrontation France-Angleterre. Alors voilà, manquez pas la suite. Qu'est-ce qui nous attend? Des sièges puis d'autres petites patentes dans le reste du playthrough. À plus.